Le cancer est l'une des maladies les plus terrifiantes sur Terre. Il est imprévisible et souvent impossible à guérir. On ne peut que le contrôler. Mais il y a toujours eu une consolation. On ne peut pas l'attraper. Il vient de vos propres cellules, devenues incontrôlables. Enfin, c'est ce que nous pensions jusqu'en 2013. Un homme était envahi par des tumeurs agressives provenant d'une espèce différente. La découverte des médecins a remis en cause leur connaissance sur la maladie. En janvier 2013, un homme a été admis d'urgence dans un hôpital très fréquenté de Medellín, Colombie. Il était affaibli, souffrait d'une perte de poids rapide, d'une fièvre persistante et vivait avec le VIH, qui était maîtrisé par des médicaments, mais il avait arrêté de les prendre quelques mois plus tôt. Chacun de ces facteurs, séparément ou ensemble, aurait pu causer une urgence médicale. Le VIH n'est pas rare en Colombie et, contrairement à beaucoup d'autres pays, la pauvreté combinée à une infrastructure médicale plus défaillante fait que peu de personnes maintiennent sur la durée le suivi médical et le traitement nécessaire pour y survivre. Les premiers symptômes de fatigue, de toux et de perte de poids correspondaient à ce diagnostic, mais le gonflement était un effet secondaire inhabituel. Et ils ont été encore plus choqués en regardant de plus près. Il était évident que l'homme était gravement malade, alors une série de tests a été effectuée. Le statut VIH de l'homme a révélé que sa charge virale avait explosé. Les analyses de sel ont révélé une infestation de ténia dans son tube digestif. Plus précisément, il s'agissait de l'Hyménolepis nana, le ténia nain, une espèce courante chez l'homme, surtout dans les zones tempérées. Mais la partie la plus préoccupante de l'état de l'homme est apparue sur les radiographies. Son corps était criblé de tumeurs, partout. La respiration de l'homme était très laborieuse, ce qui ne correspondait pas aux autres causes possibles de son état. Les radiographies de ses poumons et de ses ganglions lymphatiques ont révélé que le cancer apparent était concentré à ces endroits. Si certaines tumeurs sont bénignes et retirables sans risque, une telle abondance indique souvent un cancer malin, d'où la réalisation rapide de biopsies. En examinant les cellules cancéreuses au microscope, le cas devenait de plus en plus étrange. Les cellules ne ressemblaient pas du tout à des cellules cancéreuses classiques, et elles ne semblaient même pas humaines. L'homme s'est vite détérioré. Des cellules étrangères avaient causé des tumeurs grosses comme une balle de golf dans ses ganglions lymphatiques, rendant les mouvements de tête difficiles et sa respiration de plus en plus pénible. La chimiothérapie classique contre le cancer aigu était inutile ici, car nul ne savait comment le cocktail agirait face à une infestation parasitaire. Mais il était en passe de devenir l'un des cas médicaux les plus étranges de l'histoire. Un vrai mystère médical est rare à l'hôpital. Pour ceux qui essaient de sauver une vie, cela peut être un cauchemar, mais pour les pathologistes, c'est parfois un rêve. Et dès que les microscopes plus puissants ont été mis en service, il est devenu évident que ce n'était pas un cas qui serait résolu à l'hôpital. La biopsie figurait parmi les résultats les plus déroutants jamais observés à l'hôpital. Ces cellules minuscules étaient jusqu'à 10 fois plus petites qu'une cellule cancéreuse standard, rendant l'examen particulièrement déroutant. L'hôpital avait transmis des scanners à des pathologistes d'autres hôpitaux et centres de recherche partenaires. L'un de ces scientifiques était le docteur Etis Mullenbach, chercheur et pathologiste au Centre de contrôle et de prévention des maladies. Même pour Mullenbach, c'était une vision étrange. Les échantillons de la biopsie ne correspondaient à aucune pathologie qu'il avait jamais vue. Ils ressemblaient à des plaques et des amas de cellules étroitement regroupées qui se comportaient de manière totalement différente des cellules cancéreuses humaines. Au début, il pensait à un myxomycète. Une chose était sûre, les cellules bougeaient et, comme d'autres cellules cancéreuses, se multipliaient vite. Elles éliminaient leurs concurrentes de façon plus menaçante que la plupart des cellules cancéreuses humaines. Pour Mullenbach, c'était une menace existentielle. En Colombie, l'homme restait hospitalisé, son état restant mystérieux. Son cancer inhabituel ne correspondant à aucun dossier médical, l'hôpital s'est focalisé sur les soins palliatifs. Plus de 2 mois ont passé avant la première avancée dans l'affaire. Les CDC ont réalisé des tests PCR à large spectre sur des échantillons de l'hôpital colombien, recherchant du matériel génétique pour diverses causes possibles. Mais lorsque les résultats de l'analyse ADN du tissu tumoral sont enfin arrivés, ils ne correspondaient à rien d'humain. Oui, l'homme avait un cancer, mais ce n'était pas son cancer. Il provenait de l'infestation par un ténia dans son corps. Pour la première fois, une entité étrangère semblait avoir transmis un cancer à un humain, créant une maladie nouvelle et étrange. Ce résultat a radicalement changé l'enquête, passant d'une enquête médicale de routine à une situation bien plus inquiétante. En 2013, des médecins colombiens ont tenté de diagnostiquer chez lui un cancer du poumon à petites cellules. Certes, les cellules étaient plus petites que la moyenne, mais cela semblait suffisant. Au moment où le diagnostic a enfin été posé, et où l'ADN du ténia a été identifié, il était déjà trop tard. L'état de l'homme s'était gravement détérioré, car le cancer s'était propagé dans tout son corps. Il était alité, à peine capable de respirer, et après 72 heures, il est décédé avant même qu'un plan de traitement puisse être envisagé. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance.
Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Mais le mystère allait persister. Il survivrait à l'homme près de 300 fois plus longtemps que sa durée de vie restante. Il n'a survécu que 3 jours après le diagnostic, mais il a fallu 2 ans et demi aux scientifiques pour séquencer complètement et cartographier les mutations cancéreuses du ténia. Au cours de ces 2 années, plusieurs tests différents se sont révélés positifs pour de l'ADN humain, mais ils étaient tous erronés. Les cellules du ténia étaient assez similaires à celles d'un cancer du poumon à petites cellules, entraînant des erreurs répétées. Des scientifiques ont manqué les indices, qui étaient juste devant eux. Mais pendant que les médecins et les chercheurs examinaient les poumons de l'homme, la véritable horreur se déroulait à l'intérieur de ses intestins. Le ténia est l'une des créatures les plus répugnantes qui existent. Il infeste le tube digestif d'une personne, se nourrissant des mêmes nutriments qu'elle consomme et grandissant. Cela lui a valu un groupe d'adeptes morbides comme outil de perte de poids. Contrairement à un régime et à l'exercice, le ténia est activement dangereux pour ses hôtes. La plupart des ténias se transmettent via les déchets humains. Leurs œufs présents dans les excréments rejoignent les égouts, puis sont ingérés par d'autres animaux. Les larves de ténia éclosent chez ces hôtes intermédiaires avant de rejoindre de nouveaux hôtes humains pour leur cycle de vie adulte. C'est un cycle de vie répugnant, mais gérable pour la plupart des gens, sauf pour une espèce, le ténia nain. Il dépasse rarement 1,5 pouce de long et 0,04 pouces de large. Cela le rend beaucoup plus difficile à détecter et beaucoup plus difficile à éliminer. Comme les autres ténias, il s'approche à la paroi du tube digestif à l'aide de crochets et de ventouses. Il pénètre dans le corps humain par contact avec ses œufs, souvent propagés par des aliments contaminés. Mais ce qu'il fait une fois à l'intérieur, c'est ce qui le rend bien plus dangereux qu'on ne le pensait. Il continue son chemin. Chez un hôte favorable, les œufs peuvent être pondus, éclore et recommencer le cycle. Il est rare qu'une seule personne héberge plus d'un ténia d'une autre espèce, ce qui permet aux parasites d'atteindre dans certains cas des longueurs inquiétantes. Mais c'est bien plus dangereux lorsqu'il y a de la concurrence, car une population de ténias nains peut devenir incontrôlable si elle n'est pas traitée. C'est alors que des effets graves sur le corps apparaissent, causant une perte de poids rapide alors que la population explose. Comme toutes les cellules, celles du ténia peuvent muter lors de leur reproduction. Le risque de cancer existe chez tout organisme, mais lorsqu'un petit organisme en développe un, il est moins probable que les humains le remarquent et il peut mourir rapidement. Mais cette fois, l'environnement était un peu trop propice. Faute de traitement et de ressources, l'homme venu à l'hôpital de Medellín en 2013 avait laissé une colonie de ténias se développer dans son intestin. À un moment, l'un d'eux a eu un cancer, et avant de mourir, ses cellules mutées lui ont été transférées. Le parasite développait ses propres tumeurs en vivant dans un autre organisme, et celles-ci se reproduisaient simultanément. Avec le temps, quelque chose d'encore plus étrange semblait se produire. Le cancer semblait se rendre compte que l'hôte ferait un meilleur refuge que le ténia. Ainsi débuta l'une des évasions les plus répugnantes de l'histoire médicale. Mais comment des cellules cancéreuses étrangères ont-elles survécu dans le système immunitaire humain ? En fait, nous avons tous des parasites. À tout moment, le corps humain abrite des milliards d'organismes microscopiques qui jouent un rôle mutualiste. Il n'existe pas de moyenne précise, mais les vers dans le tube digestif et les acariens sur la peau et les cheveux sont très courants.
Souvent, ils coexistent discrètement dans le corps, sans effet nocif, ou sont éliminés par le système immunitaire. Mais ce n'était pas une personne ordinaire. Les ténias et leur cancer ont fini par tuer l'homme à Medellín, mais son destin était scellé bien avant cela. À la racine de sa maladie se trouvait sa séropositivité au VIH. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivant avec le VIH mènent une vie tout à fait normale, si ce n'est qu'elles doivent suivre un traitement régulier. Ainsi, en suivant leur traitement, ils atteignent un statut indétectable. La charge virale ne se transmet plus à leurs partenaires ou futurs enfants. Mais si ce traitement est interrompu, eh bien les choses tournent mal très rapidement. Autrefois, le VIH était une condamnation à mort, car il entraînait le sida, détruisant le système immunitaire et supprimant toute défense contre les maladies courantes. Peu de personnes mortes pendant l'épidémie de sida ont été tuées par le virus. Elles sont décédées de maladies respiratoires ou d'infections qu'une personne saine aurait pu combattre. Le virus fait chuter le nombre de cellules CD4, également appelées globules blancs. Les tests ont révélé que le taux de globules blancs du patient atteignait seulement 2% de celui d'une personne saine. Une armée qui part en guerre avec seulement 2% de ses hommes va se faire massacrer. Une infestation de ténia non traitée chez une personne en bonne santé serait rapidement perceptible à cause de la perte de poids, mais resterait sans doute dans le système digestif. Ce n'est pas le cas ici. Avec des défenses humaines naturelles aussi faibles, les cellules mutantes du ténia ont pu infester les parois même des intestins. À partir de là, elles ont commencé à circuler librement dans la circulation sanguine. Bientôt, elles se sont retrouvées dans les ganglions lymphatiques et dans ses poumons, en train de se reproduire. Alors que l'espèce du ténia elle-même était encore confinée à son tube digestif, des cellules mutantes avaient trouvé un nouveau foyer. Un foyer incompatible avec la survie continue de l'hôte. Et le plus tragique, c'est que tout cela aurait pu être évité. Il est facile de supposer que le VIH a été, sinon guéri, du moins maîtrisé. La plupart des personnes aux États-Unis et en Europe voient leurs médicaments contre le VIH pris en charge par l'assurance et poursuivent leur vie avec un suivi médical. Mais dans le monde entier, environ 630 000 personnes meurent du sida chaque année. Dans certains pays, il n'existe tout simplement pas l'infrastructure nécessaire pour garantir des soins de santé adéquats, et beaucoup dépendent de programmes comme USAID pour rendre l'accès possible. Ailleurs, les personnes vivant avec le VIH ont peur de se manifester. Mais la pauvreté reste la principale cause de ce cycle de décès. Beaucoup de personnes dans des pays comme la Colombie ne peuvent pas se permettre d'acheter les médicaments si ces médicaments ne sont pas correctement pris en charge. Bien que nous ne saurons jamais si c'était le cas pour la victime, le manque de suivi de son traitement anti-VIH a rendu son corps vulnérable à l'infestation. Mais cela aurait aussi pu être évité. Il existe un médicament, le praziquantel, utilisé pour traiter de nombreuses infections causées par des vers parasites. Il est utilisé pour traiter les infections chez les animaux de compagnie, mais il peut également être utilisé pour soigner les humains. Il est souvent prescrit contre les infections à ténias, mais il faut connaître la maladie et avoir accès aux médicaments. Dans ce cas, l'homme n'avait aucune des deux options. Le médicament coûte entre 7 et 20 centimes dans de nombreux pays en développement, ce qui en fait un traitement très abordable. Il restait toutefois hors de portée au moment crucial. Une série de malentendus tragiques a condamné le patient. Nul ne sait si l'homme était déjà trop mal en point à son arrivée. Sa charge virale VIH augmentait fortement, et il était peut-être resté trop longtemps sans traitement pour inverser la situation. Mais l'infestation par le ténia, cause de sa mort, aurait pu être soignée pour moins qu'une bouteille d'eau. Si cet homme avait vécu dans un pays avec un taux de pauvreté plus faible et un système de santé plus stable, il aurait probablement été sauvé bien avant que la situation n'en arrive là. Un médecin suivant ses traitements contre le VIH l'aurait contacté bien avant qu'il manque de médicaments pendant des mois. Après que son infection au ténia soit devenue un cancer venu d'un autre organisme, l'accès à des pathologistes d'élite n'avait plus d'importance. Aucun hôpital au monde n'aurait pu le diagnostiquer plus tôt, pas sans une aide spécialisée. Quelque chose comme ça ne s'était jamais produit auparavant. Et le plus effrayant, c'est que cela va se reproduire. Quand les gens ont lu l'étrange étude de cas de cet homme infecté par un cancer du ténia, beaucoup se sont demandé « Est-ce que cela pourrait m'arriver ?» Et la réponse est non, mais aussi oui. Les horreurs qui sont arrivées à cet homme étaient le résultat d'une série d'échecs, à plusieurs niveaux. On a laissé sa santé se dégrader jusqu'à ce que l'infection devienne incontrôlable. De plus, l'hôpital manquait de ressources pour un diagnostic et un traitement rapide. La distance et l'absence d'accès direct ont freiné les efforts du CDC pour le diagnostiquer. H. nana est l'un des parasites les plus courants dans le monde, infectant jusqu'à 75 millions de personnes chaque année. Pour beaucoup, ce ne serait qu'une infection gênante soignée par des comprimés. Pour d'autres sans accès, ce sera une maladie persistante pouvant raccourcir leur vie. Mais parmi ces 75 millions de personnes, soit à peu près l'équivalent de la population combinée du Royaume-Uni et de l'Irlande, il y a probablement un grand nombre de personnes vivant avec le VIH, surtout dans les pays en développement. Désormais, ils pourraient tous être vulnérables. Avec les connaissances actuelles, le cas de cet homme atteint d'un cancer causé par le ténia n'était ni le début d'une nouvelle épidémie parasitaire, ni une mutation prenant le contrôle de l'espèce.
Le parasite faisait ce qu'il fait toujours, se nourrir, grandir, muter et se reproduire. La différence était l'environnement interne de l'hôte, qui favorisait l'emballement de ces processus. Le résultat, rare, troublant et fatal pour un homme, soulève une inquiétude plus large. Dans certaines conditions, des vulnérabilités similaires pourraient toucher d'autres patients dans le monde. Le scénario redouté lors de l'annonce de ce cas étrange ne s'est heureusement pas réalisé. Il n'existe pas de nouveau cancer qui vient de passer du ténia à l'homme. Nous découvrons plutôt une nouvelle vulnérabilité troublante dans notre corps. Si nos défenses naturelles deviennent suffisamment faibles, nous devenons vulnérables non seulement à nos propres cellules qui se retournent contre nous, mais aussi aux parasites qui nous infectent avec les leurs. Cela signifie qu'il faudra peut-être repenser la définition du cancer. Nous avons observé pour la première fois une cellule étrangère se développer chez une personne, utiliser son sang et son biome pour croître jusqu'à tuer l'hôte. Ce n'était pas une infestation planifiée, mais comme quelqu'un abusant d'un buffet jusqu'à en être malade. L'homme était très vulnérable, et les cellules du ténia mutant très voraces. Mais si cela arrive une fois, cela peut se reproduire, et les pathologistes du monde entier examineront chaque biopsie plus attentivement, au cas où il ne s'agirait pas d'une maladie humaine. Ce n'est pas la seule histoire médicale avec un parasite. Certains prennent totalement le contrôle. Découvrez les parasites les plus douloureux qui infectent l'être humain pour tous les détails sanglants, ou cliquez sur cette vidéo.